c'est que dans notre pays, désormais, nous qui sommes revenus d'exil, avec ce que je constate, on ne doit pas trop parler des risques, puisque le pays va bien, en fait. Donc même oser parler des risques, c'est risquer toi-même ta propre vie. Ouais. Et donc il a été audacieux, je le salue, et je me réjouis du fait que le gouvernement soit présent. Ce qui témoigne de ce que nous sommes tous patriotes. Ça aussi c'est un élément que je voudrais relever, parce que généralement, je ne comprends pas ma génération, en tout cas on parle des jeunes générations, etc. Lorsqu'on entre au gouvernement, on se croit plus patriote que les autres. Quand les autres critiquent, c'est que ce sont les déstabilisateurs, les fossoyeurs de la République. Et puis nous qui sommes au pouvoir, on veut protéger la République. Je pense que ce n'est pas juste. Tout Ivoirien, tout ce que nous faisons là, en étant ici, là, c'est contribuer au mieux-être de notre pays. C'est par amour pour notre pays qu'on a sacrifié notre nuit, notre journée pour être ici. Vous voyez, donc il faut que les gens comprennent qu'ils sont au gouvernement et nous sommes dans la société civile pour les critiquer, pour qu'ils améliorent leur gouvernance. Je tenais à le dire, et que ça ne sert à rien de nous visiter ou de nous faire visiter après par des encagoulés, etc., pour tout ce que nous aurons à dire. Quand un ministre décide d'accuser sans preuve, Boga aussi répond sans mâcher ses mots. Soyez les bienvenus sur notre chaîne YouTube. Je m'appelle Mr. A. Rao. Et si c'est votre première fois, n'hésitez surtout pas de vous abonner. Je vais d'abord vous laisser regarder la vidéo entière. Regardez surtout la vidéo entière et vos avis dans les commentaires. Il me fallait le dire et je l'ai dit. Maintenant, j'ai envie de répondre rapidement, mais tout à l'heure, monsieur le ministre a sorti 2 éléments qui m'intéressent. Permettez que je dise un mot là-dessus. Premièrement, sur la question de la CEI. Je pense que, et ça c'est une pratique de la CEI, mais qui, au fond, n'est pas cohérente. Vous demandez à un parti politique de vous désigner un représentant. Quand il va, il prête serment, et selon le principe interne à la CEI, il ne répond plus de son parti politique. Mais ça, ce n'est pas réel, ce n'est pas pratique. Et puis, ce n'est même pas faisable. Nous, en société civile, on a toujours estimé, depuis que la CEI a été mise en place depuis longtemps, que les politiques étant en compétition, il faut laisser la commission à des experts, à des techniciens, à des gens qui n'ont rien à voir avec l'élection, qui ne sont pas en compétition. Depuis le président Laurent Gbagbo, ça a été battu en brèche. Toute la classe politique s'est mise ensemble pour balayer cela du revers de la main. Aujourd'hui, nous en payons les frais. Parce qu'on ne peut pas être juge et parti. Donc pour moi, aujourd'hui par exemple, le PPACI et le PDCI disent qu'ils se retirent. Même si celui qui est là-bas, il a prêté serment, mais on voit que dans la symbolique, le PDCI n'y est plus. Le PPACI n'y est plus. Même si ce monsieur, cet individu-là vous fait du bien, pour dire qu'il est quand même là, mais il ne répond plus du parti. Donc parce que j'ai participé au dernier dialogue politique, dès que je suis arrivé d'Europe, on a participé au dernier dialogue politique. Ce sont des recommandations que nous avons faites pour que le PPACI qui venait de naître rentre à la commission. Donc M. Demba Traoré est rentré, mais qu'il ait prêté serment ou pas, il répond de ce parti-là. Deuxièmement, sur la question de l'inclusivité. Le ministre a dit quelque chose qui est vrai. L'inclusivité, c'est la participation. Il a mis l'accent sur les partis politiques. Mais il faut mettre l'accent sur la participation de tous les citoyens du pays qui se sentent dans les capacités de briguer la magistrature suprême de leur pays doivent pouvoir le faire. Il dit qu'il faut qu'ils répondent aux règles, il faut qu'ils respectent la loi, etc., etc. Or, le constat que nous faisons, c'est que l'exclusion ou le retrait de ces personnes-là de la liste électorale est problématique et discutable. Tenez-vous bien, cher ami, tout à l'heure, M. le ministre a dit que l'ambassadrice des États-Unis n'est pas encore là, mais si on était en Afrique, Donald Trump ne serait jamais président aux États-Unis aujourd'hui. Vous avez vu les procès qu'il y avait contre ce monsieur? Tous les procès. Mais si vous regardez au fond, moi, c'est la leçon que j'ai retenue lorsque Mme l'ambassadrice nous a invités à sa résidence, c'est que la justice, là, on la rend au nom du peuple. Le peuple, dans sa majorité, à travers des sondages, veulent la candidature d'un tel monsieur. Alors, qu'est-ce que la justice a fait? Elle a marqué le pas. On passe l'élection présidentielle. Je suis sûr que si Donald Trump n'avait pas été élu, il serait aujourd'hui en prison. Mais la justice a marqué le pas. Non pas qu'elle a abandonné, parce que c'est la voix du peuple qui est suprême. La démocratie, là, elle a des principes, elle a des règles. Donc je voulais le dire sur la question de l'inclusivité. On peut en débattre, je vois qu'il voudrait bien qu'on en débatte. Je suis prêt pour qu'on y revienne. Mais je termine, pour revenir sur votre question,
les droits de l'homme dans aucun pays ne sont respectés à 100%. On va souvent aux États-Unis, je vois. George Floyd, c'était aux États-Unis. Grave violation des droits de l'homme. En France, on viole aussi les droits de l'homme. On a vu les gilets jaunes qui sont sortis à un moment donné. Bon, donc les droits de l'homme, c'est un idéal qu'aucun pays ne peut se targuer de respecter à 100%. Mais ce qui est dramatique en Afrique, c'est la banalisation de l'être humain. Alors que dans la Constitution de Côte d'Ivoire, l'article 2 dit que la personne humaine est sacrée, mais on banalise l'être humain dans notre société. On fait les politiques, non pas pour l'homme, mais pour soi. Contre l'homme lui-même. On regarde les infrastructures, regardez la Côte d'Ivoire comme elle est belle. Mais les individus, leurs droits individuels. C'est ce qui est dramatique dans l'affaire. Vous me dites, est-ce que le feu est jaune parce que je vais chuter par là, puisque je ne vais pas la monopoliser davantage? Est-ce que le feu est rouge, jaune et vert, etc. Moi, je vais être carré. Nous avons vécu la pire crise post-électorale dans le monde entier. Mais qui sommes-nous pour ne pas nous servir de ce que nous avons vécu pour préparer l'élection de 2025 qui arrive? J'ai l'impression que les mêmes ingrédients sont encore réunis. La même liste électorale. Mais ça gêne qui si on la dépoussière aujourd'hui? Ça gêne qui? Avec notre propre argent. Vous êtes au pouvoir, on vous a confié notre argent. Nous, on dit, oui, on vous a confié notre argent. Parce que c'est pour nous, nos impôts. Bon, nous, on dit que la liste là, on va la dépoussiérer. Vous dites, non, mais vous cherchez la petite bête. Nous, on dit, on va faire la RLE. Monsieur ne veut pas le respect de la loi. Mais c'est l'article 6 du code électoral qui demande que chaque année, on fasse une révision de la liste électorale. Et puis quelqu'un dit, moi, je ne vais pas la faire. Et puis vous êtes content. Est-ce que ça prépare une élection tranquille en 2025? Pour le moment, je m'arrête là et j'ai dit. Merci. Merci, M. Boga. Monsieur le ministre voudrait réagir. Non, je vais réagir. Avant que je ne passe la parole à. Non, je pense qu'il y a M. beaucoup d'amalgame dans ce qui est dit. On est tous contemporains, on suit tous l'actualité. Faire penser que la justice américaine serait instrumentalisée par les politiques, c'est pas vrai. La justice américaine a eu son agenda. Et je peux vous dire qu'au moment où Donald Trump devient président de la République, il est président de la République lorsqu'il y a un procès. Ce que la justice a fait, c'est de suspendre. Il a été condamné en tant que président de la République. Et la justice américaine a suspendu l'application de cette décision. Elle ne s'est pas arrêtée quand il était candidat, donc ce n'est pas vrai. Elle a poursuivi son agenda, elle n'a pas tenu compte de l'agenda politique. Je rappelle aujourd'hui que Marine Le Pen fait l'objet d'une condamnation en France. Je rappelle que François Fillon, en pleine campagne présidentielle en France, alors qu'il était candidat aux primaires, a fait l'objet d'une procédure judiciaire, etc. Je dis, il faut qu'on accepte, nous. On ne peut pas venir dans des forums demander donc le renforcement des institutions de la République, etc. Et en même temps vouloir faire des compromissions sur donc, le respect strict des règles. Il faut savoir ce qu'on veut. Ce n'est pas vrai de dire que, et ça je ne peux pas laisser passer, que une personnalité émanant d'un parti politique qui intègre une instance doit toujours rester dépendante de cette instance, doit faire du parti politique indépendant des règles. Mais la règle n'est pas postérieure. Avant que les représentants du FPI, du RHDP ou du PPACI n'accèdent donc à la commission électorale indépendante, les règles étaient claires. C'est-à-dire que celui que vous désignez, dès qu'il intègre, il échappe à votre parti. Mais aux États-Unis, vous savez tous qu'à la Cour suprême, c'est souvent donc des personnalités proches des républicains ou des démocrates qui sont nommés. Mais la loi dit que quand vous êtes à la Cour suprême, vous devenez donc au-dessus, vous êtes au-dessus de vos contraintes, de vos contingents politiques. On ne peut pas vouloir une chose de son contraire. Vous nous demandez de bâtir des états de droit avec des personnalités, même si elles ont des convictions politiques, qui peuvent s'élever pour l'intérêt général, et en même temps vouloir toujours avoir au sein de certaines institutions donc des gens qui sont assujettis à des partis politiques. Il faut savoir ce que vous voulez. Troisième élément, il n'y aura pas d'encorgoulé. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Non, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais un état de droit, c'est aussi la responsabilité. Je m'excuse. Tu as été un acteur majeur de la CNT en 2020. Tu as appelé à la désobéissance C'est civile. la CNT? Non, monsieur le ministre, je vous inscris en faux. Non, je termine, tu pourras me contredire. D'accord. Tu as appelé à la désobéissance civile. Tu as appelé à des actions contre les institutions de l'État. Tu es membre, tu es de la société civile, c'est comme ça que tu as été présenté
mais on sait tous ton acquaintance avec l'opposition. Il y a aussi donc un débat à avoir avec nos acteurs de la société civile. Qui est la société civile? Est-ce que les acteurs de la société civile ne sont pas le prolongement des partis politiques que nous sommes? Donc il faut qu'ils assument aussi, il doit y avoir un débat sur ceux qui se présentent dans des forums comme société civile, alors que la nuit, ils sont avec les politiques en train de faire de la politique. Le débat a besoin de clarté. Et moi, je suis venu ici aujourd'hui pour qu'on se dise la vérité. Et il faut qu'on se dise la vérité. Nous sommes un pays en pleine construction. Et je n'ai jamais dit que tout est vert. Si vous avez écouté mon introduction, je dis que je suis confiant pour l'avenir. Mais au regard des discours qu'on attend, il est tout à fait normal que des populations s'inquiètent. Et j'ai rappelé que ce n'est pas propre à la Côte d'Ivoire. Les élections aux États-Unis ont inquiété. Il y a eu des morts. À l'élection précédente, dans des bureaux de vote, il y a eu des tirs à armes de feu aux États-Unis. La plus grande démocratie au monde. En France, on a vu les violences, etc. Au cours des élections présidentielles, il y a des peurs. C'est comment faire en sorte que toutes ces peurs exprimées ne dérivent pas à des drames tragiques tels que le préfet vient de le dire. Et pour ce faire, pour moi, ce n'est pas un problème d'institution. Aujourd'hui, on a des tests qui mettent en place des institutions, etc. Il revient aux acteurs de respecter les règles. Il parle de la commission électorale indépendante de la liste électorale. On a fait une révision de la liste électorale. Vous demandez l'application stricte de la loi avec une révision annuelle de la liste électorale. Mais la loi ne dit pas que la révision doit forcément avoir lieu avant l'élection présidentielle. Mais c'est quand vous voulez conditionner cette révision de la liste électorale à l'avant-élection présidentielle que vous avez un agenda politique. Parce que la commission électorale indépendante pourrait bien appliquer la loi en faisant la révision au mois de novembre, au mois de décembre. Donc, contentez-vous de demander une application de la loi avec une révision annuelle. Mais quand vous exigez avant la présidentielle, alors que techniquement ce n'est pas possible, mais vous avez un autre agenda. Quand cette liste électorale a été élaborée de concert avec tous les partis politiques, quand vous avez dit aux Ivoiriens qu'il y a 6 millions d'anomalies sur la liste électorale, et que pour les requêtes ouvertes, le contentieux, il n'y a que 12 000 requêtes émanant donc des Ivoiriens, des partis politiques, on peut s'interroger. En réalité, ce qui pose problème, c'est l'agenda politique des gens qui veulent être président de la République et qui veulent être président de la République et qui sont, quand ça les arrange, qui demandent l'application de la loi. Donc là, c'est l'article 6. Mais quand la loi n'est pas en leur faveur, ils demandent donc des compromis politiques. Donc moi, pour une fois, je ne suis pas opposé à des compromis politiques. Aucun acteur politique ne pourra vous dire que le pays doit avancer sans compromis politique. Mais un compromis politique dans le strict respect de nos institutions et de nos règles. Et je dis que 2025 sera un tournant décisif. Merci, voilà. Monsieur le ministre. Monsieur Boga, je reviendrai à vous. Non, mais pendant qu'on y est, excusez-moi, monsieur le modérateur, parce qu'au-delà même du débat, monsieur le ministre m'a attaqué personnellement. Souffrez. Enfin, effectivement. Non, c'est pas une attaque, c'est une information. Et vos déclarations sont publiques. Chacun peut prendre son smartphone, et on verra vos déclarations, c'est public. Monsieur le ministre. Monsieur le modérateur, je voulais dire à monsieur le ministre, parce qu'aujourd'hui. Monsieur Boga, non, juste pour des raisons de clarification et pour qu'on s'entende en fait. Hein. C'était une discussion vraiment très ouverte et très franche, mais pour pas que vous monopolisiez de la parole, faites rapidement votre réponse pour que monsieur Dion puisse s'exprimer. Oui, non, juste pour dire, je suis en procès parce que ce que monsieur le ministre vient de dire là, c'est pour ça que le procureur m'a convoqué et on m'a placé sous contrôle judiciaire. J'ai l'impression d'entendre le procureur même aujourd'hui. Parce qu'en fait, à la vérité, c'est cela. Il me dit, docteur Boga, on le sait, vous êtes membre du CNT. Je n'ai jamais appartenu au Conseil national de transition que présidait M. Bédier. J'étais en exil. J'ai toujours critiqué le pouvoir d'Abidjan sur des questions précises, en 10 ans. Parce que les questions, ce qu'il dit là, la juge d'instruction m'a posé la même question. On a feuilleté toutes les vidéos. Les membres du CNT là sont connus, leur gouvernement a été rendu public. Comme le ministre de mon pays, autorité de mon pays vient me dire que j'étais membre du CNT et que les nuits, je complote. Écoutez, dans aucun pays du monde, heureusement nous avons tous voyagé, la société civile est interdite de parler avec qui elle veut. C'est en Côte d'Ivoire que le président de mon pays a pris une ordonnance le 12 juin 2024 pour dire que désormais, les organisations de la société civile ne doivent plus parler avec l'opposition.
C'est pas vrai. Vous voyez? Et, bon, Monsieur souffrez. Bouga, Vous allez souffrir. Concluez, Et donc, pour ne pas qu'on fasse le débat sur le plan et donc, judiciaire. et donc, voilà, donc je voulais vraiment le dire. J'aimerais entendre Monsieur Dion. Je voulais vraiment le dire parce que c'est une accusation assez grave. Et moi, je l'ai dit d'entame. J'ai dit que je viens à ce débat pour contribuer à mon pays, mais je ne viens pas pour que des encagoulés me visitent après. Justement, alors, comme vous avez utilisé le terme, on espère qu'il n'y aura pas d'encagoulés chez vous ce soir, hein, ni chez eux. Monsieur Dion, en fait, je voulais vous entendre. Parce que si vous voulez, quand on vous entend, Monsieur le ministre a dit, on se parle. Il parle à Blé-Goudé, il parle à mais j'ai l'impression qu'on ne s'entend pas. Parce que se parler, s'entendre, c'est deux choses différentes. Et on est en train de reproduire cela sur le panel. Et Monsieur Dion, la société civile, c'est nous tous ici, quelles que soient nos opinions politiques, nos activités professionnelles, nous sommes la société civile parce que nous sommes tous des citoyens. Aujourd'hui, lorsque vous observez l'évolution du débat politique, la préparation de ces élections, qui, a priori, les signaux ne sont pas très encourageants, même si le ministre dit qu'il y a beaucoup d'espoir, comment la société civile peut se positionner pour redevenir l'acteur qui stabilise finalement ce débat général, cette ambiance politique qui peut se dégrader assez rapidement? Comment la société civile peut jouer ce rôle aujourd'hui de juge de paix quasiment dans cette espèce de brouhaha qui commence à s'installer, Monsieur Dion? Parce qu'il nous faut du calme. Bon, c'est une question dure pour lui, mais... Et il nous faut assez de calme. Zézé disait tout à l'heure que le plus important, c'est comment poser le problème. Et il faut bien poser le problème. Il n'a pas échappé à Didier que je suis philosophe. Donc un peu rêveur. C'est pour cela que je m'accroche un peu à la société civile, dont je me réclame, surtout pour ne pas être prisonnier de l'esprit de camp et de clan. Parce que souvent, la vérité du parti est toujours une partie de la vérité. Que voulons-nous? Nous qui sommes ici, assis, et ceux qui sont dehors, qui n'ont pas pu avoir accès à cette salle, parce qu'il n'y a pas assez de place pour qu'il y ait 30 millions de personnes ici. Qu'est-ce que nous voulons pour notre pays? Notre vision, c'est quoi? Quel pays nous voulons bâtir? Une nation unie? Une terre d'espérance, comme on le proclame dans notre hymne national, qui est la boussole de notre action? Si oui, quand on a défini cet horizon, comment on fait pour y aller? Moi, je souhaite que mon pays développe une culture d'excellence, et dans tous les domaines. Pas seulement dans le domaine économique, où on vient de vanter ici le travail extraordinaire qui est fait. Pas seulement dans le domaine sportif ou culturel, où nous sommes très avancés, mais surtout et peut-être d'abord dans le domaine politique. Parce que c'est le fondement politique qui détermine tout. Culture d'excellence, culture d'impact. Au point où on ne devrait pas dire que le Sénégal est pour nous un modèle. Mais il faut que le Sénégal dise, c'est la Côte d'Ivoire qui nous indique l'horizon et la lumière. Et pour que demain les Sénégalais se disent, faisons comme la Côte d'Ivoire, qu'est-ce que nous, Ivoiriens, nous sommes censés faire? Vous, les entrepreneurs et les hommes d'affaires, je vais paraphraser un auteur que j'aime bien, Machiavel, il dit que c'est vous qui savez qu'entre les obstacles et les opportunités, il n'y a que très peu de différence parce que vous savez transformer les obstacles et les opportunités en avantages. 2025, c'est un tournant décisif, on est d'accord. Rien qu'à entendre les discours, rien qu'à voir comment l'atmosphère politique est en train de se caïniser. Chacun est un Caïn qui cherche la mort de son frère, qui cherche à l'éteindre. Alors cette caïnisation de la vie politique-là, mais ça nous interroge. De sorte que, je pense,
que ce n'est pas l'absence de crise qui peut garantir la stabilité, c'est notre capacité à comprendre la crise et à traiter la crise avec intelligence et efficacité. Comment les Ivoiriens veulent-ils sortir de ce cycle pour qu'il n'y ait plus cet éternel recommencement qui fait que tous les 5 ans, chacun se prépare à fuir ou à subir, ou à faire souffrir ou à souffrir. Comment on en sort? Ça ne dépend pas de Dieu, ça ne dépend pas du destin, ça dépend de la saine communication. Vous dites on se parle et on ne s'entend pas. Donc on ne se parle pas. En réalité, c'est des confrontations de monologues, on ne dialogue pas. Dialoguons. Qu'est-ce qui nous empêche de le faire? Je pense que 2025 est un moment important. Est-ce qu'il y a crise? Je ne sais pas. Mais la crise n'est pas seulement quelque chose de négatif. La crise dit qu'il y a un instant critique, mais la crise dit en même temps qu'il y a un moment opportun. C'est pourquoi, et je vais terminer sur ça, les Grecs disent qu'il y a un Dieu qui s'appelle le Dieu de l'opportunité, Kairos. Quand il passe, ce Dieu qui n'a qu'un peu de cheveux sur la tête, ou bien vous ne le voyez pas et il passe, ou bien vous le voyez et vous ne vous occupez pas de lui et il passe, ou bien vous savez que c'est le moment opportun et vous le saisissez par les cheveux. Et je souhaite qu'en 2025, les Ivoiriens saisissent Kairos par les cheveux pour que cette nation devienne enfin une nation d'espérance. Effectivement, c'est vraiment tout le mal qu'on se souhaite à tous. Et je vais me tourner vers le préfet Vincent. À l'entame de votre introduction tout à l'heure, vous indiquiez ces signaux inquiétants. C'est comme s'il y a une crise de confiance, honnêtement. Hein. Quand je nous entends, il y a un éléphant dans la pièce, effectivement, et aujourd'hui, ces signaux un peu rouges hein, que vous nous indiquiez tout à l'heure, comment est-ce qu'on les contourne? Parce que nous sommes à quelques mois de l'élection. Et si le débat continue tel qu'il se fait, les actions devant les tribunaux et les histoires de nationalité, les histoires de légitimité, bref, c'est relativement... Le ministre sourit, effectivement. Comment on fait pour contourner ces feux rouges que vous nous avez indiqués, monsieur le préfet? On a l'avantage en Côte d'Ivoire d'avoir des partis politiques qui ont tous exercé le pouvoir d'État. Et ça, c'est un avantage pour un pays. C'est pour cette raison qu'il faut soutenir la solidité de nos partis politiques. On a aujourd'hui dans le RHGP, avant le RHGP, le RDR, qui a exercé le pouvoir d'État avant de devenir, avant de transformer la coalition en un parti politique. Avant le RHGP, on a eu le FPI de l'époque, qui a exercé le pouvoir d'État. Avant le FPI, on a eu le PDCI, qui a exercé pratiquement 3 temps, où Fobagny, Bédier et puis en partie Guy Robert. Donc on a des gens qui ont une expertise dans la gestion des affaires supérieures de l'État. Malheureusement, tous les pouvoirs, disons les 3 grands partis politiques, ont pratiquement commis la même erreur dans la gestion de la démocratie. Et on se demande si chacun des blocs est vraiment volontaire pour bâtir une démocratie en Côte d'Ivoire. Sur le PDCI, on sait ce qui s'est passé, il y a eu tous les abus, c'était le parti unique. Il y a eu beaucoup de coups d'État, de tentatives de coups d'État, de complots ici et là. Il y a eu des gens qui sont partis en exil, qui sont revenus. Sous le FPI également, c'était une période d'instabilité où on sait qu'il y a eu beaucoup de situations qui sont aujourd'hui dénoncées. Et sous le RHGP, il y a des rapports récents qui montrent également qu'il y a eu des dysfonctionnements. Donc on a des situations qui sont là, mais c'est dû à des éléments très simples. Et comme vous voulez des réponses concrètes, nous avons aujourd'hui 4 ou 5 niveaux sur lesquels nous devons prendre action. Le premier niveau, c'est le niveau de notre constitution. On a eu une nouvelle constitution depuis 2016, mais personne ici ne peut dire exactement quelles sont les conditions d'éligibilité de la présidence de la République, ou bien des sous-entendus ou malentendus dans la loi. Et ça, c'est très dangereux. Je pense qu'on est arrivé aujourd'hui à un moment où la constitution doit pouvoir être suffisamment claire pour éviter des débats d'interprétation entre juristes. Et ça, si on ne le fait pas, chaque année, on aura encore ces mêmes problèmes. Il faut qu'on toilette, il faut qu'on revoie, il faut qu'on se mette d'accord sur des éléments très clairs, parce que la Constitution, c'est la base de la vie d'une nation. Et aujourd'hui, toutes les interprétations, tout le débat politique tourne autour de certains éléments que vous savez. Deuxième élément, ce sont les lois, notamment la loi électorale. Il y a des éléments dans la loi électorale qui sont aujourd'hui rejetés par certaines parties.
Et notre loi électorale elle-même est la modification en plusieurs temps d'une loi qui existait, à tel point que vous avez aujourd'hui la loi électorale, des sections de la loi électorale dans différents manuels, mais c'est difficile d'avoir la loi électorale en document unique de l'article 1 à l'article, je ne sais pas, 189 ou 201. Donc, il y a eu beaucoup de modifications. Donc, arrivons également à faire le même travail que dans la Constitution, pour avoir une loi électorale autour de laquelle on est d'accord, un débat par nos représentants du peuple, donc l'Assemblée nationale, et pour arriver à se mettre d'accord sur tous les éléments qui sont susceptibles de créer des éclatements. Troisièmement, c'est la commission électorale. La commission électorale, il y a tout le débat, le ministre l'a dit tout à l'heure, concernant l'engagement que les gens ont pris de travailler au sein de la commission. Le professeur Simplice Dion l'a suggéré, et Bouga Doudou l'a dit. Notre commission électorale... Pardon? Oh, que Dieu me pardonne. Bouga Sako. Que Dieu me pardonne. Bouga Sako l'a dit également. Et donc, la commission électorale fait l'objet de discussions. Et pour mon expérience personnelle, à partir du moment où une question devient objet à polémique, on ne se pose pas de questions sur l'opportunité de changer, on change. C'est ça. Parce que si les gens ne sont pas d'accord, il y a un problème. Il y a des pays, moi j'ai été dans des pays où on vote sans carte d'identité. Un pays comme l'île Maurice, tout le monde se connaît. Tu arrives, sans carte d'identité, on n'a pas besoin de chercher parce que il y a dans la tête, oui, dans la tête, on ne dit pas de faire ça en Côte d'Ivoire, c'est pas ce qu'il est en train de dire. Vous saurez. Un pays comme Djibouti, tout le pays fait 150 000 électeurs. 150 000 électeurs, ce n'est même pas même la moitié du nombre d'électeurs de la commune où nous sommes actuellement. C'est même pas même le cas de Yopougon, il y a 505 000 électeurs. Donc, quand il y a un problème, il faut le revoir. Et la commission électorale aujourd'hui fait l'objet de beaucoup de discussions partout. Mais ce n'est pas le président Cubier qui est en cause. Ce ne sont pas les membres de la commission électorale. C'est l'histoire de la commission électorale qui apprête à ce genre de sujet. Notre première commission électorale, elle a organisé un référendum en 2 jours. Il y a eu une sorte de désordre 17 et 18 juillet 2000. Et il y a eu un référendum sur lequel on avait, et c'était l'objet de tensions. C'était la COSU. La COSU est réunie CEI avec Honoré Guier. Et le jour de la proclamation des résultats, puisque je faisais partie de cette commission, les militaires sont venus nous prendre, ils ont attrapé le président Honoré Guier. Donc la commission électorale avec une crise. Et il y a eu l'appel à la violence dans les rues, il y a eu de nombreux morts dont j'en parlais. Donc la CEI a posé un gros problème déjà de crédibilité. Et le président Laurent Gbagbo a été déclaré vainqueur. Et le président Gueye Robert est parti, vous savez, chassé par l'armée, par la rue. Donc déjà la deuxième CEI a eu ses problèmes. La troisième CEI, c'est celle de Camille Gueye qui n'a pas eu le temps de travailler. Et bon, qui a travaillé un peu sur quelques élections. Le président Camille Gueye est décédé. Et la quatrième CEI, c'était le Premier ministre actuel, le Premier ministre Buremangé. Il y a une grosse crise en Côte d'Ivoire qui a fait que le président Laurent Gbagbo a dû, ou alors la situation politique, a dû limoger celui qui est aujourd'hui le Premier ministre de Côte d'Ivoire, qui était président de la commission électorale. On a dû le limoger, le mettre au district d'Abidjan, sous la base d'un malentendu sur 600 000 électeurs qui étaient présents sur la liste électorale, pour certains indûment, pour d'autres justement. Et donc, le compromis a été fait de geler la participation de ces 600 électeurs et de nommer un autre président de la commission électorale qui s'appelle Youssouf Bakayoko, lequel Youssouf Bakayoko n'a pas pu proclamer les résultats pour une crise devenue mondiale et qu'il a faite au Golfe. Après Youssouf Bakayoko, on a eu le président Cubier qui est venu, dont la légitimité et la représentativité a été contestée par certaines personnes, lequel Cubier a organisé les élections de 2020 qui ont été contestées par des gens avec un résultat que des observateurs et des autres ont contesté. Donc, la commission électorale qui est là est le résultat de toute la méfiance de l'histoire d'une commission. Quand une commission traîne autant de passivité, il y a un moment où même son aura, son esprit devient négatif, il faut penser à faire quelque chose. Et tant qu'on aura la commission dans cette forme-là, on a toujours des problèmes. Nous avons fait une commission à partir de Marco 6 sur la base de la représentation des partis politiques, parce que c'était les partis qui étaient en conflit. Il était normal que les partis politiques soient dans la commission pour surveiller, parce que ce sont les partis, les formations politiques qui étaient en compétition. Mais est-ce que cette réalité qu'on avait à la sortie de Marco 6, est-ce que cette réalité tient aujourd'hui? Est-ce qu'on peut continuer à avoir une commission électorale avec des partis politiques qui se tailladent, qui se découpent, qui se suspectent? Est-ce que le moment n'est pas venu aujourd'hui de remettre en cause? Et dernier élément, c'est tout l'environnement de liberté dont on a parlé, mais également toute cette méfiance qui a tout ce jeu politique qui se joue aujourd'hui avec des attaques ici et là, avec des agressions ici et là, des attaques entre partis politiques, entre leaders politiques, et même au sein des formations politiques, vous le savez, de leadership ici et là. Donc tout cela demande que nous prenions des mesures très claires. Sinon,
on va continuer inéluctablement à foncer dans le mur, à créer des crises, à acheter des sacs de riz à chaque élection présidentielle, à acheter du piment, à avoir des deuxièmes résidences, à payer des billets d'avion pour aller s'asseoir à Dakar ou à Accra, parce qu'on n'est pas sûr de ce qui va se passer, et puis de revenir ici en novembre quand tout sera prêt. Il faut réellement que nous prenions l'action. Merci. Absolument. Merci, M. Taubira. Monsieur le ministre, alors quand on entend le préfet, a priori, on ne peut qu'être d'accord, parce que le constat qu'il fait est relativement clair. La question qu'il pose, quand on voit qu'il y a autant de tensions, autant de points de vue aussi contradictoires, autant de gens qui s'opposent sur des choses aussi fondamentales que la Constitution, le Code électoral, la CEI, je crois qu'on dit bas la terre. Non, il y a une expression, on dit bas la terre. Allez, les amis, on se retourne autour de la table pour voir comment on prépare l'avenir sereinement. Est-ce que ce n'est pas le moment de faire ce que le préfet est en train de suivre? Ou c'est peut-être déjà en train d'être fait. Ou vous dites, non, la loi fonctionne bien, le code électoral, on s'est entendu là-dessus, on y va et on verra ce qui va se passer. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que quand même, ce qu'il dit me semble avoir une forme de rationalité, quoi. Alors, je voulais te rassurer, hein, aucune loi n'est parfaite. Et la démocratie, c'est une dynamique. Et elle se consolide en tenant compte des expériences qu'on a au fur et à mesure, on en tire tous les enseignements et on évolue. Donc, je voulais dire que l'histoire de la Commission électorale indépendante, je suis totalement d'accord, hein, avec, c'est factuel. Mais je reviens à ma position de départ. Le problème, ce n'est pas nos institutions. Le problème, ce sont les hommes, les acteurs politiques. Parce que tout ce qui a été dit, toutes ces commissions électorales, jusqu'à Marco, ça fait l'objet d'un consensus total, n'est-ce pas, monsieur le préfet? Tous les acteurs étaient d'accord. Les mêmes acteurs qui sont d'accord contestent juste après. Nous avons fait le dernier dialogue politique. J'étais aussi membre du dialogue politique. J'ai participé à tous les dialogues politiques depuis 2017. Au dernier dialogue politique, on a posé des postulats. Je me permets de trahir ici peut-être un devoir de réserve parce que c'est important que les citoyens comprennent. Lorsqu'on se retrouve au dialogue politique, mais la séance a failli s'arrêter à la première séance, entre une opposition qui considérait que Ouattara n'était pas légitime et qui n'avait pas gagné les élections en 2020, et nous qui estimons que c'était le préalable à toute discussion. Mais pourquoi vous le dites, nous, si vous ne nous reconnaissez pas, donc il n'y a plus de dialogue politique, on se lève et puis on rentre. On a passé des heures pour que l'opposition vienne reconnaître enfin les résultats des élections de 2020, de 2010, pardon, c'est pas 2020, de 2010. Ensuite, toutes les institutions qui incarnent notre pays. Et à partir de là, le dialogue s'est ouvert. En ce moment, oui, on est légitime à discuter avec vous et pour échanger sur toutes sortes de questions. Au cours de ce dialogue, la question de la représentation du courant de Laurent Gbagbo s'est posée, puisqu'il n'avait pas de député à l'Assemblée nationale. Il a été recommandé donc, de faire une exception pour leur permettre d'intégrer la Commission électorale indépendante. Ce qui a été fait. La composition de cette Commission électorale indépendante, je rappelle déjà en 2020, il y avait donc la recommandation de la Cour africaine des droits de l'homme qui avait demandé un rééquilibrage de la Commission électorale indépendante. Le gouvernement a pris des initiatives. La Cour africaine a réagi pour dire que les modifications qui ont été faites par le gouvernement vont dans le sens d'un rééquilibrage de la Commission électorale indépendante. Je rappelle en 2020, puisque vous parlez d'élections inclusives, en dépit de tous ces efforts, on a un calendrier électoral. Le président Rikona Bédié n'a jamais été exclu d'une élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Sa candidature a été acceptée par le Conseil constitutionnel. Afin Guessa a eu sa candidature acceptée par le Conseil constitutionnel. Mais en dépit de tous les compromis, de toutes les évolutions, mais ils ont décidé de façon délibérée de boycotter les élections. Non, je le dis parce qu'on peut rester sur les institutions et les institutions, mais il faut qu'on suive ces acteurs politiques qui n'acceptent les règles que quand ça les arrange. Je ne mets tous dedans. Hein. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a des acteurs d'un côté. Non, je ne mets tout. Il faut qu'à un moment donné, et je parle pour nous tous, aucune loi n'est parfaite dans aucun pays au monde. Mais la loi, c'est la loi. Il faut qu'on l'accepte, il faut qu'on la respecte. Et on a les mécanismes pour faire changer cette loi. Le processus électoral actuel
elle est l'émanation de consensus et de lois. Mais ce n'est pas en plein processus qu'on va changer la loi pour faire plaisir à des acteurs politiques. Je peux comprendre que le débat s'engage, je peux comprendre qu'il y ait des dynamiques. On ne va pas dissoudre la commission électorale là. Parce que dissoudre la commission électorale, ça veut dire quoi? Prendre le risque de ne pas avoir des élections dans le délai constitutionnel. Ceux qui parlent du renforcement de nos institutions. Parce que certains politiques veulent qu'on ait une transition. En fait, c'est leur idée, c'est-à-dire ouvrir un dialogue politique, aboutir à une transition, et on rentre donc dans l'expectative. Ça ne se passera pas, ce n'est pas possible. C'est-à-dire que, oui, il faut dialoguer, oui, il faut discuter, mais dans le strict respect de la Constitution. Et c'est comment est-ce qu'on allie les deux. Donc, il y a des débats certainement qui vont se poursuivre même après la présidentielle. La Côte d'Ivoire est une démocratie en construction. Mais certains proposent aujourd'hui qu'on épluche du conseil de la commission électorale indépendante tous les acteurs politiques, parce qu'ils ont souvent démontré leur mauvaise foi. Et qu'il n'y ait que des acteurs de la société civile. D'autres disent, mais quel acteur de la société civile? Il y a des acteurs de la société civile qu'on sait transpartisans. Mais il y a des acteurs de la société civile, Balé Pluchéry, qui est à tous les meetings du PPACI, qui se présentent comme société civile. Donc il y a un vrai débat. Mais il y a d'autres acteurs aussi qui estiment qu'il faut revenir au ministère de l'Intérieur. Au Sénégal, c'est le ministère de l'Intérieur. Au Ghana, c'est le ministère de l'Intérieur. Donc en France, c'est le ministère de l'Intérieur. Il faut peut-être revenir aux institutions. Parce que c'est tel le manque de confiance en certaines institutions qui ont amené à la commission indépendante. Mais peut-être qu'il faut revenir donc aux institutions de la République. Donc je dis, et c'est par là que je voulais vraiment terminer, que pour moi, toutes ces polémiques sont le fait d'acteurs politiques qui n'ont de respect pour la loi que quand ça les arrange. Vous avez parlé d'exclusion. Il n'y a pas d'exclusion. C'est bien beau de se victimiser. Certains, mais si je décide, moi, Mamadou Touré, d'être candidat à une élection locale dans le Haut-Sassandra, mais je connais les règles. Bouga Sivori dit que tous les Ivoiriens devaient être candidats. Dans aucun pays au monde, toutes les populations ne sont Bouga Sako, toutes les populations sont candidates. On est tous des Ivoiriens, mais la loi dit qu'il faut avoir 35 ans. Donc ceux qui ont 34 ans, même s'ils veulent diriger la Côte d'Ivoire, ils ne peuvent pas. La loi dit que il faut être ivoirien à titre exclusif, c'est que si vous avez une autre nationalité, il vous faut renoncer à l'autre nationalité. Mais quand je sais que la loi m'empêche, quand je sais que je ne remplis pas les conditions de la loi et que je force quand même une candidature en espérant une compromission sur le dos de la loi, mais on a un problème. Donc le problème, ce sont les acteurs politiques. Et je dois dire qu'on parle, on s'entend. Hein? On n'est pas totalement d'accord sur tout. Je veux relativiser. J'ai 2 témoins dans cette salle, mais je peux citer d'autres. Oui, j'ai dit qu'avec Charles, on se parle sur toutes les questions importantes. Il est membre d'une organisation, ils ont leur position, nous avons notre position. Donc, on peut ne pas être d'accord sur l'approche. Mais on est d'accord sur une chose, c'est que ce pays doit être préservé. Donc, ce n'est pas un dialogue de sourds. Mais est-ce que tous les acteurs politiques sont dans cette dynamique? Est-ce qu'il y a la ligne rouge que de part et d'autre, on se dit qu'on ne franchit pas? Mais lorsqu'on n'a pas de limite et qu'on est prêt à franchir la ligne rouge, il y a un problème, Didier. Donc, les acteurs politiques, ce sont les mêmes acteurs politiques. Les acteurs politiques sont le problème de notre pays. Et je considère que 2025 marquera un tournant décisif. Et parce que quel que soit nos partis politiques, les acteurs que nous sommes, et je pense que cette conviction est partagée par beaucoup de personnes ici, il y a certains acteurs, c'est terminé. Nous sommes dans les derniers soubresauts. Certains acteurs, c'est terminé. Et on va donner de la voix. Et il faut qu'on soit du PPAC, du RHDP, du FPX, il faut donner de la voix. Ils n'ont pas le droit de prendre en otage un pays par rapport à leurs intérêts personnels. Vous ne pouvez pas être candidat, proposez quelqu'un de votre parti politique. Merci, monsieur le ministre. Il nous reste 10 minutes. J'aimerais bien qu'on prenne 2 questions. Le préfet voulait faire une précision rapidement pendant que... S'il y a 2... Allez-y. Je suis en partie d'accord avec monsieur le ministre et il parle du point de vue de quelqu'un qui anime un département ministériel important. C'est vrai ce que vous dites, monsieur le ministre. Il faudrait techniquement 3 ans minimum à la Côte d'Ivoire pour mettre à place son processus électoral.
c'est-à-dire la liste électorale, mais avant la liste électorale, il y a la commission électorale, avant la commission électorale, il y a la loi électorale, avant la loi électorale, il y a la constitution. Pour pouvoir tout rebaliser et mettre toute la Côte d'Ivoire d'accord, il faut minimum 3 ans. Ce qui n'est pas possible, parce que ça nous entraîne vers un autre chaos d'une transition compliquée. Et au-delà de ça, on a une norme africaine, la charte africaine de la démocratie, des élections, de la gouvernance, interdit toute modification de loi ou d'institution à 6 mois des élections. Et vous avez raison. Ça, ce sont des situations qui sont là à l'avenir, puisque la Côte d'Ivoire n'a jamais connu de réforme électorale. Nous faisons des changements de loi, mais pas de réforme, parce que la réforme suppose une large discussion avec toutes les populations, la société civile, les partis politiques, les institutions. On n'a jamais connu ça. On a des lois qui sont votées au Parlement. Une loi qui est votée n'est pas forcément une réforme. Une réforme engage beaucoup de processus. Donc vous avez encore raison, monsieur le ministre. Mais ce que nous disons, c'est que quand le pays se trouve dans une situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement, et que nous faisons le constat de risque sur le pays, on demande une volonté politique. Notre système politique veut que le président de la République et vous, le gouvernement, veut que vous soyez les décideurs suprêmes du pays. Et on demande un geste vraiment d'apaisement pour que le pays ne le sombre pas. Sinon, vous avez raison, mais on se trouve aujourd'hui dans une situation comme on l'était au temps de Makoussis, où on a pris la décision que tout le monde participe aux élections, même s'il y avait des situations compliquées. Et nous souhaitons aujourd'hui, en tant qu'Ivoiriens, pour ne pas aller faire des provisions de sacs de riz, de gombo, de cube magie, on souhaiterait que le gouvernement prenne la décision de permettre une élection où les conflits ne vont pas nous amener à un autre déchirement qu'on ne pourra pas contrôler. Merci, monsieur le ministre. Monsieur Dion, une question à droite, une question à gauche. Monsieur Dion, est-ce qu'il faut un nouveau contrat social? Parce que quand je les écoute, il y a quand même une rupture de confiance. Est-ce qu'il faut un nouveau contrat social pour que la Côte d'Ivoire s'engage dans une voie plus vertueuse, plus consensuelle, qui évite tous les dangers là? Mais vraiment rapidement, comme ça on va prendre les 2 questions. Oui. Ah oui, je répondrai oui. On est condamné à aller vers cela. Parce qu'il faut construire la Côte d'Ivoire. Ça me paraît tellement logique. C'est une vérité d'une niaise évidence. C'est ensemble qu'on va construire la Côte d'Ivoire. Et c'est parce que c'est ensemble qu'on doit construire la Côte d'Ivoire, il faut qu'on se parle. Pour regarder les fondamentaux. Oufoué et ses compagnons ont mis des fondamentaux. Le temps est passé. À un moment donné, on s'arrête, on fait l'évaluation des choses et on se dit comment on avance. Avec quoi? Avec quels nouveaux instruments? Pour aller vers où? C'est ça la question basique. Et je pense qu'il y a tellement d'intelligence dans ce pays, tellement de leadership dans ce pays, que je suis parfois effaré de ne pas voir les Ivoiriens et surtout nos leaders prendre leurs responsabilités, parce que Blé Goudé est là, je crois, je l'aperçois. J'ai envie de dire avec lui, un petit serpent est un serpent. Et lui, il est petit ou c'est un grand serpent en fait? Bon, il y a une question à gauche, une question à droite. Allez-y, monsieur Blé Goudé. S'il y a un micro, sinon je vous passe le mien. Merci. Je suis Charles Blé Goudé. Il faut que je me présente quand même. Ce n'est pas une question. C'est une contribution. Merci. Je voudrais dire que moi, je n'ai aucun complexe à discuter avec un adversaire. Parce que j'ai confiance en moi. C'est ceux qui ont peur d'arguments, qui fuient les discussions, même avec l'adversaire. Je voulais faire cette précision. Et la Côte d'Ivoire en a besoin. Il faut qu'on se parle. Je vais laisser le président Donald Trump là où il est. Et je vais venir sur moi-même, parlant d'inclusivité de l'élection. Je prends toute l'assistance à témoin. Je suis donc transféré à la Cour pénale internationale. Oui, je suis transféré à la Cour pénale internationale par le gouvernement de mon pays. La chambre d'accusation de la Côte d'Ivoire a siégé le 21 mars 2014 pour que je puisse répondre à ma responsabilité relative à la crise post-électorale dans mon pays. Plusieurs années après, je suis jugé et acquitté par des juges que je ne connais pas. Pendant que j'y suis, un commissaire de justice, commis par la justice de mon pays, qui pourtant m'a envoyé à la Cour pénale internationale. Et lui, le commissaire de justice, va me chercher à Yopougon. Et il déclare, je suis allé chercher Charles Blé Goudé au quartier millionnaire. Je demandais à ses voisins. Ils me disent qu'il n'est pas là. Sur cette base, l'individu que je suis, le justiciable que je suis condamné par contumace dans mon pays.
Les Anglais diraient in absentia. Pourtant, pour condamner quelqu'un par contumace, il y a des conditions. Il faut qu'on ne sache pas où il est. Il faut qu'il ait refusé de se prononcer. Alors, sur cette base, comment on reconstruit la Côte d'Ivoire? Est-ce que la Côte d'Ivoire n'est pas un pays qui va chercher des problèmes? Alors qu'on veut les résoudre. Je suis une victime. Je ne me victimise pas. Et je dis. Merci, monsieur. Alors, monsieur le ministre, est-ce que la justice fonctionne si bien que ça? Si vous écoutez cet acteur politique et aussi société civile, finalement, est-ce que la justice fonctionne? Est-ce que dans ces conditions, on peut faire des élections sur lesquelles on s'entend lorsque ce citoyen, justiciable comme les autres, constate qu'il y a une sorte d'acharnement, c'est ça, non? 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 On vous a cherché, on vous a pas trouvé. Bon, allez. Est-ce que ça peut fonctionner? Est-ce que la justice fonctionne vraiment? Alors, deux choses. D'abord, dire que Charles est un ami. Et donc, c'est des questions qui font forcément l'objet donc, des débats que nous avons. Deuxième chose, en tant qu'émissaire du gouvernement, nous croyons fortement à la séparation des pouvoirs. Et donc, il ne nous revient pas donc, de nous prononcer. C'est une position constante. Il ne nous revient pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Que vous n'y croyez pas ou et vous y croyez? Et vous allez remarquer que la position en la matière est constante au niveau du gouvernement. On ne commande pas les décisions de justice. Maintenant, après, j'entends. Mais je me refuse donc de commenter et donc les commentaires, les décisions donc de justice. Quand on regarde les indicateurs donnés tout à l'heure, on peut noter que globalement, notre pays a fait des avancées. Je prends l'indice Mo Ibrahim, où nous étions quasiment à la 40e place, je ne sais pas, et nous sommes aujourd'hui à la 16e place. Je prends l'indicateur sur la liberté et donc de la presse, de la 134e, 133e place à la 37e place. L'indicateur sur la perception de la bonne gouvernance, de la corruption. Nous sommes passés de 154e en 2011 à aujourd'hui 69e. Donc, le renforcement de nos institutions, la crédibilité de nos institutions, nous avons fait une marche. Maintenant, je dis que la construction d'une démocratie, les États-Unis ne se sont pas construits en un an. J'ai eu la chance, moi, en 2016, et je pense qu'Assalé Timoko aussi a dû participer à ce programme, invité par le gouvernement américain dans le cadre du programme Emerging Leaders. J'ai passé 3 semaines pour voir l'évolution de la démocratie américaine, construite sur près de 200 ans. Des Abraham Lincoln, des George Washington jusqu'à aujourd'hui, il y a eu des évolutions avec, à des moments importants de leur histoire, des changements de loi, etc. C'est une construction. L'idée, c'est de dire que si on est d'accord que rien n'est parfait et que tout est perfectible, est-ce qu'on se met dans une dynamique positive? Je dis que, bon, écoutez, après, comme le préfet l'a dit, après l'expérience donc des différentes évolutions, 2025 peut être pour nous donc l'opportunité d'ouvrir un débat sur les changements institutionnels. En ce moment, les partis politiques qui viennent rencontrer donc les populations peuvent dire voici les réformes que nous allons faire après l'élection présidentielle. Mais vouloir, contre toute logique, demander des réformes qui auront pour conséquence de fragiliser nos institutions, de mettre à mal nos institutions, d'ouvrir des voies, d'avoir l'incertitude, parce qu'on n'aura pas pu organiser des élections et que vous avez d'autres motivations. Et c'est tout le débat. Sinon, le débat, il est normal. Et d'ailleurs, nous, avec le président Ouattara, on aura l'occasion, à l'occasion de cette élection présidentielle, de faire encore des propositions aux Ivoiriens sur les réformes profondes que nous voulons faire après l'élection présidentielle. Merci. Il nous reste moins de 5 minutes. Je crois que je vais devoir conclure. Ah oui, vas-y. Oui, merci Didier, merci infiniment pour ce panel, pour la qualité du débat. Il y a eu peut-être une invectivation, mais bon, on va dire que c'est les circonstances atteignantes nous permettent de considérer qu'il y a eu quand même un bon débat intéressant. J'ai une question pour Monsieur le Ministre. Moi, Monsieur le Ministre, je suis d'accord avec vous sur une chose. Je suis d'accord avec vous sur une chose, sur le fait que la responsabilité est partagée sur la qualité du débat public, la qualité du débat politique aujourd'hui.
On ne peut pas avoir un débat seul dans son coin et dire qu'il y a une dégradation de la qualité du débat politique. Elle est partagée. Ma question, c'est la suivante. C'est est-ce que, quand vous êtes un acteur politique, parce que vous les avez mentionnés, que ce soit dans votre camp ou dans les autres camps, quand vous êtes un acteur politique qui a entre ses mains le pouvoir, qui exerce le pouvoir, et donc qui a les instruments de ce pouvoir à sa disposition, est-ce que la responsabilité n'est pas plus grande de votre côté que celle des autres? C'est la question que je me pose. Nous qui sommes investisseurs, qui sommes hommes d'affaires, quand on va à l'extérieur, on nous pose souvent la question de « Oui, mais c'est une année électorale en Côte d'Ivoire, comment vous pensez que ça va se passer ?» Parfois, c'est des partenaires financiers, parfois, c'est d'autres investisseurs qui s'intéressent à notre pays. Et puis, bon, pour nous qui sommes... Bon, moi, maintenant, on va dire que je n'ai plus la casquette d'indépendance qu'à Bloomfield, parce que je n'y suis plus. Donc, par patriotisme, je vais me permettre de dire « Mais écoutez, moi, je vous rassure, parce qu'il y a des indicateurs économiques qui nous permettent d'être rassurés. » Mais sur les indicateurs politiques, sur le débat politique, je ne suis pas le seul à voir ce qui se passe. Il n'y a pas que les Ivoiriens qui regardent ce qui se passe. Il y a aussi des étrangers qui ont intérêt économique parfois financier, parfois plus loin, qui regardent aussi ce que fait la Côte d'Ivoire sur ce débat-là. Et moi, là où j'ai une critique à formuler, qui rejoint ma question, c'est je pense que quand on est acteur, quand on est en situation d'exercer le pouvoir, c'est aussi, à mon avis, dans votre intérêt, que de reconnaître que cette responsabilité est plus grande pour vous et que l'avenir du pays elle est plus entre votre main qu'en celle de ceux qui prétendent peut-être demain exercer le pouvoir comme vous l'avez exercé déjà. Merci, Youssef. Alors, tout le monde va donner son mot de la fin. Répondez rapidement, monsieur, mais vraiment en 30 secondes. Je lui réponds par un exemple. Là, on parle de 2025, mais revenons en 2020. Supposons tous que nous sommes à la veille de l'élection présidentielle en 2020. L'opposition demande le dialogue politique. L'opposition demande le report des élections. L'opposition remet en cause la commission électorale indépendante. Par responsabilité, nous ouvrons la discussion avec l'opposition, qui d'ailleurs refuse, puisque le Premier ministre Ahmed Bakayoko, qui avait voulu rencontrer certains acteurs, qui ont boycotté. L'opposition appelle au renversement du président Ouattara, qui fait un 3e mandat. Si on écoutait cette opposition, on ouvrait un gros dialogue politique, on n'organise pas les élections en 2020, on ouvre une transition avec toutes les incertitudes. Par responsabilité. Parce que nous savons justement que le monde entier nous regarde. Et que ce qui est important, ce sont les Ivoiriens, les investisseurs. Nous sommes restés fermes. Les élections doivent se tenir dans le délai constitutionnel, tout en étant ouverts aux discussions, mais il y a une ligne rouge à ne pas franchir. Et donc, par responsabilité, nous allons assurer la sécurité des Ivoiriens en 2025. Par responsabilité, nous allons garantir donc, la sécurité de tous les investisseurs. Par responsabilité, les élections vont se tenir en 2025 au délai constitutionnel. Cela n'empêchera pas les débats. Et par responsabilité, tous ceux qui voudront mettre ce pays à feu et à sang seront mis hors d'état de nuire. Parce que c'est notre responsabilité d'assurer la sécurité des Ivoiriens. Voilà. Donc, c'est parce que nous sommes... D'autres ne l'ont pas fait hier. Et on sait ce que cela a entraîné donc, dans notre pays. Donc, nous sommes ouverts au dialogue, à la discussion. Nous sommes au dialogue républicain, mais on n'acceptera pas la chienlit. Voilà. Merci. Oui, ça y est, nous avons terminé. Effectivement, nous sommes dans les 1h15. Juste avant de conclure, levez la main ceux qui pensent que les élections vont bien se passer. Qui disent, on est tranquille, tout va bien se passer. Ouais, disons 25% de la salle. Oh, il dit 50%, c'est pas vrai. Relevez la main, ceux qui pensent que tout va bien se passer. 30%, à 35%. Qui est-ce qui se dit, on est un peu inquiet, quoi, quand même, les signaux sont pas terribles, quoi. Ouais, on a bien un petit 45%, et puis il y a quelques-uns qui sont neutres. Donc, globalement, vous voyez quand même que non, Souleymane, arrête. Le mot de la fin pour chacun d'entre vous, tout le monde est inquiet quand même, globalement, même s'il y a de quoi être optimiste, mais le mot de la fin, je commence par Monsieur Bouga, pour que ça puisse bien se passer, mais vraiment, en 30 secondes, qu'est-ce qu'il faut selon vous pour que 2005 ne soit pas un tournant
où on a autant peur que ça. Oui, oui. Alors, 30 secondes, vraiment. Merci, oui. Par respect pour Bloomfield, je vais respecter les 30 secondes, sinon je me suis tué pendant un bon moment. Ce que je voudrais dire, j'ai entendu la loi, les gens n'aiment pas respecter la loi, la loi, la loi. La loi est faite par les hommes. Et ce sont les hommes qui, au regard de l'actualité, devant telle ou telle situation, modifient la loi. 2, dans mon pays, il y avait une loi fondamentale qui interdisait le président Ouattara d'être candidat. Mon pays a fait le tour de l'Afrique, a contourné la loi pour trouver une solution. 2025, c'est dans quelques mois, octobre 2025. Mon pays est inquiet de façon générale. Ça fait 1 an que nous demandons au président de la République d'ouvrir un dialogue pour que les gens se mettent d'accord. On dit non, c'est trop tard, etc. Entre trop tard et les morts prévisibles que je vois, parce que j'ai vécu ça en 2010, c'est mon droit. J'ai le droit de dire, s'il vous plaît, laissez la rigidité de la loi, et trouver des solutions à la question qui est là. Si vous ne voulez pas, vous estimez que vous allez mater quiconque va penser autrement, c'est-à-dire qu'on ne devait même pas parler de risque, parce que le pays va bien. Or, nous avons le droit d'être inquiets, parce qu'on a vécu cela en 2010. Donc moi, pour moi, la loi peut être là, mais on peut trouver des solutions tant que c'est encore possible. Merci, M. Bouga. Mon cher Simplice, professeur Dion, 30 secondes. Ce dont j'ai peur, c'est ce qu'on a toujours vécu depuis un moment. Quand le 11 avril, on arrêtait Laurent Gbagbo, mes enfants n'avaient mangé que 2 boîtes de sardines et je n'avais que 500 francs en poche. Parce que mon quartier a été bouclé sans que je m'en rende compte et je n'ai même pas eu le temps d'aller à la banque. C'était à la limite une libération pour moi parce qu'au moins on allait se débrouiller et aller trouver à manger. En 2020, on était encore enfermés quand il y avait beaucoup de bruit jusqu'à ce que les élections se tiennent. À quel moment on va arrêter cela? C'est juste ma question. C'est quoi? C'est du sadomasochisme politique? Je ne sais pas. Moi, j'essaie de comprendre. Hein? Je vous dis, je suis un rêveur. C'est pour ça que je ne suis pas politique là, en train de... Je ne comprends pas et je veux comprendre. C'est tard d'aller chercher le léopard là où il se cache. On ne joue pas avec un léopard qui est dans sa cachette. Pourquoi nous avons en Afrique, c'est tard d'aller chercher les problèmes qui ne nous cherchent pas? Pourquoi nous ne réglons pas ces affaires-là entre nous, pour nous et pour les enfants que nous avons mis au monde et les enfants qu'ils vont mettre au monde? Merci beaucoup. Je veux vraiment m'arrêter à ces questions parce que il aime bien la charte du Kourougan-Fougan. Je crois qu'il y a un article là-bas qui dit que quand tu veux mettre le feu à la forêt, il faut regarder au sommet des arbres. Merci beaucoup. Monsieur le préfet, 30 secondes. Je suis originaire de Irifla, un village dans le centre-ouest de la Côte d'Ivoire. Et dans mon village, on dit quand le même malheur t'arrive tout le temps, à toi seul, c'est que tu es maudit. Tous les 5 ans, la Côte d'Ivoire a un problème. Est-ce que la Côte d'Ivoire est maudite? Je ne le crois pas. Un pays qui gagne la CAN défiant. Merci d'avoir regardé la vidéo du début jusqu'à la fin. N'hésitez surtout pas de vous abonner, liker, partager et surtout vos avis dans les commentaires. Que pensez-vous de tout ce que vous avez écouté dans cette vidéo? Boga a tout souligné. Si nous prenons le cas de la CI, la liste électorale qui est contestée par l'opposition, pourquoi c'est toujours le parti au pouvoir qui défend autant cette liste électorale? Ça gêne qui si on va juste modifier la liste, corriger les erreurs? Et ça gêne qui? Ça pose le problème à qui réellement? Vous savez, ça fait peur. Hein? J'ai regardé une vidéo de Robert Bourgi qui dit le président Alassane Ouattara veut faire un 4e mandat et il rejoint progressivement le président Paul Biya. Mais je ne suis pas sûr qu'il peut atteindre le record du président Paul Biya. Le président Ouattara a plus de 80 ans actuellement, si je ne me trompe pas. Donc, Paul Biya a passé 43 ans à la tête de son pays. 5 ans encore, ça fera 20 ans pour le président Ouattara. Donc, il ne peut pas battre le record.
du président Paul Biya. Mais jusque ça fait peur. Ça fait peur. Tous les Ivoiriens s'inquiètent. Hein. Tous les Ivoiriens s'inquiètent. C'est que, regardez le bruit autour de cette élection. Ça gêne qui si on peut juste modifier les choses, corriger les erreurs et faire en sorte que on n'aura pas de tension après l'élection en octobre 2025. C'est juste en quelques mois. Hein. C'est juste en quelques mois. Mais les sorties du parti au pouvoir pour confirmer qu'on n'aura pas une nouvelle révision de la liste électorale, que s'ils veulent ou pas le papier de l'opposition, on aura bel et bien l'élection. C'est parce que quoi? Ils disent que l'objectif de l'opposition, c'est de pouvoir faire en sorte que l'élection n'aura pas lieu en octobre, le 25 octobre 2025, là, à partir du 26, ça veut dire on ne peut plus, la constitution n'est plus à jour, quoi. Donc, on doit trouver un gouvernement de transition. Et ça va plonger le pays dans une crise. C'est ce que les gens développent comme argument. Or, cela ne couvre pas tout, quoi. Ils peuvent mieux faire. Monsieur Koulibaly peut mieux faire. J'ai suivi la vidéo qu'il a eu avec les hommes religieux et tout. Il peut mieux faire. Les gens quittent, les partis politiques quittent la CI. Et vous pensez qu'ils ne vont pas contester les résultats? Vous pensez qu'ils ne vont pas contester les résultats? Donc, le mieux, c'est de pouvoir régler ça aujourd'hui et éviter que ça devienne quelque chose de très grave demain. J'ai peur pour la Côte d'Ivoire. C'est un très beau pays. C'est un très beau pays. Et le président Alassane Ouattara doit vraiment réagir. J'ai vu une délégation de l'ONU la fois dernière qui a parlé avec le président Ouattara. Ensuite, ils se sont rendus chez le président, l'ancien président Laurent Gbagbo aussi, ils ont discuté. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Oh, le président Gbagbo avait dit que l'ONU les a demandé de mettre son nom sur la liste électorale. Est-ce que c'est une confirmation? Si on pouvait éviter tout ceci, si le président Ouattara pouvait juste, pas lui, hein, puisque c'est un pays de droit, il y a la loi, s'il peut au moins, vous savez, c'est possible, quoi. Vous savez que c'est possible. Il peut au moins faire des gestes pour qu'on puisse au moins intégrer certains candidats et éviter tous ces bruits. Et je sais qu'il peut gagner largement. Il va encore gagner. Vous savez, non, il a beaucoup fait, non? Vous connaissez bien, vous connaissez les réalisations du président Ouattara. Donc, vous savez qu'il peut encore gagner, non? Donc, pourquoi encore créer des tensions au sein de la population de Gare? Une fois encore, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo du début jusqu'à la fin. N'hésitez pas de vous abonner, liker, vous avez dans les commentaires et on se capte à la prochaine. Bye bye.